Aujourd'hui, dans Les gens comme vous, dans l'émission Les gens comme vous, je reçois Sonia Anachi. Sonia, bonjour. Bonjour Rabia. Alors, Sonia, son métier, c'est d'être coach de vie. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton métier, dans les grandes lignes, hein? Ok, bonjour Rabia. Alors déjà, avant toute chose, je tiens à te remercier pour l'invitation. Mais de Et, rien. et sache que c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir être là et répondre à tes questions. Et Mhm. pour changer, oui, c'est moi qui vais répondre aux questions parce que effectivement, mon métier, moi, c'est de poser des questions D'accord. aux personnes pour pouvoir justement les accompagner. Donc l'idée, c'est justement de savoir comment moi je travaille et comment j'accompagne les gens dans leurs problématiques, c'est ça? D'accord. Et pour le coup, qu'est-ce qui t'a amené à être coach de vie? Est-ce que c'est l'effet de mode, parce qu'il y a beaucoup de coachs de vie, ou alors est-ce que c'est quelque chose de personnel qui t'a amené à ça? Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a un effet de mode. Mm. Et moi, pendant très longtemps, je ne connaissais pas ce métier. Et je l'ai appris un peu à mes dépens. Et forcément, par rapport à moi, mon histoire, bon, tu tapes vraiment fort dès la première question. Je pensais que tu allais y aller. Crescendo, ben Mais non, tout de non, suite, en fin de là. compte, voilà. Alors, il faut savoir que déjà, moi, de nature, j'ai toujours été, sans le savoir, un peu coach de vie, dans le sens où j'étais souvent amenée à, justement, accompagner les personnes en donnant des conseils, en étant impartiale, en étant juste, en étant empathique. Et forcément, une personne, deux personnes, trois personnes m'ont dit, écoute, Sonia, t'es vraiment fait pour ça. Je suis, écoute, moi, je ne savais même pas que c'était un métier. Et moi, je me dis, je suis moi, et puis voilà, quoi. Donc, je cheminais comme ça dans ma vie de manière générale, à savoir maman au foyer, très épanouie et tout. Et là, forcément, il y a toujours un événement qui fait qu'on n'arrive pas par hasard là où on est. Et bon, forcément, il y aura toujours de l'émotion quand je vais l'expliquer, et je pense que c'est normal. Alors, ce qui s'est passé il y a quelques années de cela, j'étais enceinte de mon dernier enfant. On va essayer de garder le cap, je respire un bon coup. Tranquille. J'étais enceinte de mon dernier enfant et en fait, à la deuxième échographie, là, on doit savoir si c'est une fille ou un garçon. En fait, l'échographiste se retourne et elle me dit, Madame, il y a un problème. Je fais, mais comment ça, il y a un problème? Et moi, je regarde à savoir, parce que j'avais un de mes enfants qui me disait, maman, ce soir, quand tu rentreras, tu me diras si c'est une fille ou un garçon. Et là, moi, j'ai essayé de comprendre, mais je voyais qu'en même temps, il y avait un problème, mais sans vraiment le comprendre. Et elle me dit, il y a un problème, il y a un problème. Mais moi, je ne l'entendais pas. J'étais fixée sur l'image qui n'avait pas l'air de bouger. Et là, elle se retourne, elle m'agrippe le bras. Elle me dit, Madame, il est mort. Et là, Elle a dit il est mort. hmm, Ok. ça a été d'une violence, Mm. mais d'une violence, un vrai tsunami. Pour autant, j'ai toujours été, de nature résiliente, à savoir surmonter les épreuves et en faire une force, parce que très jeune, j'ai perdu mon papa, donc j'ai déjà été confrontée à la mort. Mais là, qu'elle me dise il est mort, ça a été vraiment, en ce qui me concerne, ma traversée du désert. C'est-à-dire que là, tout a été remis en question, je ne savais pas où est-ce que j'étais, je ne comprenais plus rien. Et là où moi, d'habitude, je suis d'une nature très empathique et très bienveillante et gentille, je me suis retrouvée à moi, dans ma tête, c'est ce que je pensais à ce moment-là, à faire du mal à mon propre enfant, quoi. Et les mamans qui, justement, ont perdu un enfant en étant enceinte savent de quoi je parle. Et c'est cette culpabilité qui nous accompagne, qui nous habite et qui, d'ailleurs, on s'autorise à vivre qu'à travers elle, en fait, en fin de compte. Et à partir de là, ça a été, je ne vais pas dire une descente aux enfers, que Dieu nous en préserve, mais ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Et pour autant, ça a été vraiment une occasion pour moi de me remettre en question. Et effectivement, j'avais comme ça une croyance où je pensais que j'étais quelqu'un de forte. Et là, je me suis rendu compte, mais à quel point mais j'étais faible, mais d'une faiblesse où je culpabilisais entre vivre pour ceux qui étaient vivants Mhm. et laisser partir celui qui était mort, en sachant que les deux, c'était mes enfants, en fin de compte. Et à partir de là, forcément, étant croyante, et c'est vraiment, je pense que ma plus grande force de manière générale, là, j'ai pas compris la leçon, en fait. J'ai dit, mais mon Dieu, je crois que là, tu es en train de me punir. Et ça a été vraiment très difficile et très, 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 très déstabilisant. Mais pour autant, j'ai toujours développé cette force en moi et je me suis dit, non, 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 il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on vit et que forcément, si j'ai vécu ça à ce moment-là, il y a une bonne raison
Et mon créateur, même 70 fois plus que ma propre mère, comme le disait notre prophète. Et je me dis, non, non, à un moment donné, si je suis passée par cette épreuve-là, c'est que déjà, j'ai la capacité de la supporter. Ça, c'est une des premières choses. Et au-delà de ça, il y a derrière forcément un bien, un khir, et ce qu'on appelle aussi dans la psychologie le cadeau caché, que je n'avais pas compris au début. Mais pour autant, je comprenais plus mon corps, mon être, mon âme, mon cerveau. Je dis mais je suis complètement perdue et j'ai pas compris le sens de cette épreuve-là. Et à partir de là a commencé un vrai travail d'introspection, mais réellement. J'ai vraiment essayé de comprendre ce qui m'arrivait, ne serait-ce que physiquement, comprendre le processus du deuil, comment ça fonctionnait au niveau du cerveau et étape par étape. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que forcément tout le monde n'est pas égal face à la douleur et chacun va, selon ses capacités, ses ressources, gérer le deuil. Et moi, à partir de là, je me suis dit non, non, non. Cet enfant-là, et ce qui est intéressant, c'est que avant même que je sache si c'était une fille ou un garçon, je disais à mon mari, c'est toi qui vas choisir le prénom. Là où d'habitude, c'est toujours moi qui choisis le prénom. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une évidence en termes de prénom. Je ne sais pas pourquoi, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, je vais l'appeler Nour, qui veut dire lumière en arabe. Et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, ce prénom me sonnait très fort en moi. Je me dis, il faut que je l'appelle Nour. Et j'avance, parce qu'en attendant, la vie continue. Et ceux qui sont là, il faut bien rester forte pour eux. Et eux, ils n'ont pas à payer par rapport à mon deuil. Et mon deuil, c'est à moi, en tant qu'adulte responsable, de le gérer et de pouvoir le surmonter. Donc, j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai beaucoup questionné, j'ai cherché beaucoup d'informations, essayé de comprendre, parce que je suis quelqu'un de nature, j'ai besoin de comprendre les choses pour savoir pourquoi je suis arrivée à cet état-là. En fait. Donc, tu as fait ta propre analyse. Exactement, ouais. De manière autonome et indépendante. Et j'avais, moi, besoin de comprendre les choses. Et j'avais vraiment besoin de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Et là, forcément, avec YouTube, on a accès à plein d'informations. Donc là, je comprends le processus du deuil, je comprends comment on gère les émotions, comment ça se passe au niveau du cerveau. Et de fil en aiguille, bon, ça c'est très concis, mais tout ça, il faut comprendre que c'est sur des mois, voire des années. Je le fais de manière très raccourcie, mais il y a eu des hauts, des bas, il y a eu vraiment un gros travail d'introspection, mais réellement, quoi. Ça a été une vraie remise en question. Et là, de fil en aiguille, je me suis dit, en fin de compte, moi, j'ai traversé cette épreuve-là. Et je me dis, tu sais quoi, aussi courte qu'aura été sa vie à mon fils, il n'est pas venu pour rien. C'est-à-dire que c'est comme si il me disait, écoute maman, toi, tu es fait pour autre chose. Tu dois aller autre part. Ta mission, elle n'est pas de... Et c'est ce que je pensais, avoir des enfants éternellement. Mais en réalité, j'ai compris bien après que ce besoin d'avoir des enfants, c'était pour combler quelque part un manque ou un vide affectif. Et ça, c'était pas un bon projet pour moi, en fait. Et au-delà de ça, j'étais en train de dépérir dans le sens où j'avais quand même certaines capacités. Et c'est dommage de ne pas pouvoir les exploiter et les mettre à contribution de tout le monde. Pour autant, j'aime mes enfants et ça reste ma priorité. Et ça, sur ça, petite dédicace, mes enfants, je les aime du plus profond de mon cœur. Et à partir de là, j'ai toujours besoin de mettre un sens. Et dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ok, il s'est passé ça. Quelle est la leçon que tu dois tirer? Maintenant, c'est quoi la suite? Même si ça m'a déstabilisée, pour autant, j'ai très vite repris le lead et je me suis dit non, non, on va pas rester comme ça. On va pas faire de notre vie un cercueil. Nous, on est bien là, on est bien vivant. Et tu sais quoi? Cet enfant, même s'il n'a pas vécu dans ce monde, fait que son passage servira pour mettre quelque part la lumière, les gens dans la lumière en fait. Et c'est vraiment dans cela que à chaque fois que j'accompagne une personne, à chaque fois qu'une personne vient me voir, c'est comme si qu'en réalité, bon, faut pas trop rigoler sur moi, mais c'est comme si qu'au fond, elle venait me voir moi et mon fils, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est, vous savez, si je suis là, déjà avant toute chose, c'est parce que Dieu l'a décrété, ça c'est indéniable, mais au-delà de ça, c'est que mon fils m'a dit, vas-y, mets les gens dans leur lumière et que forcément, quand une personne vient me voir, je suis extrêmement investie. Je suis extrêmement intègre. Et pour revenir à comment je suis devenue justement coach de vie, en cherchant les informations et en essayant de comprendre ce qui se passait, j'ai trouvé un institut qui justement
proposer une formation en tant que coach, mais basée sur les neurosciences. D'accord. Et là, je me dis, voilà. Alors, Oui, ça a été une révélation. Dis-nous, c'est quoi la neuroscience? Ça permet de connecter quoi à quoi? En fait, les neurosciences, pour faire simple, c'est toutes les recherches, les études liées au cerveau. Puisque faut comprendre que le cerveau, c'est vraiment une machine formidable. Et on commence à peine à comprendre son mécanisme. Et du peu qu'on le comprend, je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'utiliser. Et l'idée, justement, en activant les bonnes zones du cerveau, parce que forcément, selon les situations qu'on vit et selon les moments dans lesquels on est, c'est pas la même zone du cerveau qui est activée. Et l'idée, justement, comme il y a des données à ce niveau-là, pourquoi pas les utiliser à bon escient et pouvoir accompagner les gens dans ce qui leur paraît de mieux pour eux, quoi, en fait. Et pour là, ce que j'entends, c'est que toi, tu es allé chercher à faire une formation. Alors déjà, tu as fait toute la partie où de toi-même, tu es allé chercher l'information, etc. Ensuite, tu es allé t'informer dans une formation reconnue. Et au sortir de ça, qu'est-ce qui se passe? Là, tu te dis vraiment, allez, c'est bon, là, je vais me lancer puisque j'ai mis tout en œuvre pour me lancer. Comment les gens viennent à toi? Parce que moi, je t'ai rencontré, c'était lors d'un événement. Oui. Et pour le coup, les gens s'informaient auprès de toi. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez m'accompagner, etc. Donc, comment ça se passe quand on vient te voir? Qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement? Alors, moi, ce que je propose, j'aime bien dire cela, c'est que c'est un peu un accompagnement haute couture. Dans le sens où il y a des personnes qui... De toute façon, Sonia Anachi. Voilà, SH, exactement. Dans le sens où quand je dis haute couture, ça veut dire quoi? C'est qu'en fin de compte, la haute couture, c'est quoi? C'est vraiment pouvoir coudre des vêtements à la taille de la personne. Et moi, c'est en réalité, selon ce que la personne me demande, moi, je vais voir sur quoi je vais travailler, en fait. D'accord, donc c'est pas forcément la demande. C'est-à-dire qu'une personne, elle vient te voir, elle te raconte un petit peu, elle pense peut-être que c'est ça, alors qu'en fait, peut-être que toi, tu vas voir autre chose. Mais complètement. Moi, ça me fait toujours sourire, c'est quand la personne, elle me dit, voilà le problème, je suis, attends. C'est ce que je me dis, tu crois qu'il est là le problème? Et je leur dis, pour leur faire comprendre, en réalité, ce pourquoi tu viens me voir n'est que la porte d'entrée pour travailler sur des choses plus en profondeur. Et il faut savoir que quand on accompagne une personne, on ne travaille jamais sur les conséquences, mais toujours sur le niveau au-dessus, par rapport au niveau logique et tout. Et que si on ne travaille pas à la source du problème, c'est un exemple que j'aime donner aux personnes que j'accompagne. C'est comme tu vas voir le médecin, tu dis docteur, j'ai du mal à dormir le soir. Ok, somnifère caché, un cachet. Donc ce qui fait que la personne, elle n'a pas réglé son problème, du moins elle le pense. Et moi là, justement, à ce moment-là, moi tu me dis Sonia, j'ai du mal à dormir. Moi, je vais faire toute une enquête pour comprendre qu'est-ce qui t'a amené à cette situation et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à dormir. Il faut savoir que forcément, si tu as du mal à dormir, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas au clair et il y a surtout les émotions. Et qu'une émotion, elle est là pour te transmettre un message et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et là où justement on passe notre journée, on fait notre quotidien, mais l'émotion que tu as ressentie à l'instant T, si tu ne la traites pas ou du moins tu l'accueilles et tu l'acceptes au moment où elle vient, c'est justement le soir où elle vient te rattraper. Donc forcément, tout s'accumule le soir, quoi, en fait. Mais donc, ça veut dire que toi, tu vas être amené à questionner, à beaucoup questionner. Parce que pour le coup, c'est des méthodes qui sont différentes avec la psychologie classique où le patient arrive, le patient ou le client arrive. Et pour le coup, il enchaîne les mots. Et puis souvent, tu as le psychologue qui est là et qui est dans l'écoute active. Toi, tu vas être dans le questionnement et dans l'écoute active. Tu vas être dans les deux pour rechercher le pourquoi du comment. Exactement. Alors moi, forcément, pour comprendre la personne, j'ai besoin de savoir qui elle est. Donc ça, cette partie un peu, on va dire, psychologique, c'est l'anamnèse. C'est toute introspection qu'on fait. Anamnèse, voilà. Vas-y. L'anamnèse, en fait, c'est tout simplement la première séance dans laquelle on va faire... je vais faire une enquête, un 360, comme je dis à la personne, de sa vie pour apprendre à la connaître dans tous ses domaines de vie, la questionner sur son enfance, sa relation à ses parents, à sa famille, à l'argent, vis-à-vis d'elle, le regard qu'elle porte, les événements qui l'ont marqué, enfin vraiment une vraie enquête. Mais je lui fais comprendre que le passé n'est pas un lieu de vie et le passé, il est fait pour être dépassé. Et l'idée, c'est justement de juste faire un tour pour comprendre ce qui se passe et surtout voir l'origine du problème, qui est souvent... prend racine à ce moment-là, en fait. D'accord. Donc, cette phase de je raconte ma vie, je déballe tous mes problèmes, c'est la première séance, voire la deuxième. Mais après, derrière, ok,
D'accord, tu m'as raconté, entre guillemets, les problèmes. Maintenant, vas-y, là, on est aujourd'hui à l'instant T et il y a surtout l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe à l'action. Et c'est vraiment ça la différence. Là où peut-être effectivement, et je pense que chacun selon ses besoins, après un traumatisme, on a besoin d'évacuer, on a besoin de dire les choses. Moi, justement, par rapport à la personne, effectivement, elle va raconter son passé, mais on ne va pas faire ça pendant des séances et des séances. Et le problème avec cette histoire de raconter ses problèmes, il faut le comprendre, il faut le savoir, c'est qu'en réalité, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et inventé. Donc, quand on parle de ces problèmes, ou quand on le revit, c'est exactement la même chose. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, en le racontant, tu viens renforcer la connexion neuronale que tu as créée. Donc, ça te fait de plus en plus mal. Et d'ailleurs, les personnes disent, mais plus j'y pense et plus ça me fait mal. Mais oui, effectivement, parce que tu es en train de te nourrir toi-même par ce mal-être. Donc, c'est vraiment contre-productif, en fin de compte, de raconter H24 ces problèmes, en fait. Donc ça veut dire que toi, en fait, tu prends un petit laps de temps vraiment, de façon à ce que voilà, on puisse se déballer et sortir ce qu'on a besoin de sortir pour Exactement. voir ce qu'il y a derrière, Ouais. mais surtout pas de rester figé dans le mal-être. Ah, mais complètement. Oui. D'accord. Oui, Parce que oui. pour le coup, quand on va chez un psychologue ou Mhm. peut-être un psychiatre, ben justement, on est dans la continuité Oui. du mal-être tout le temps. Ben c'est pour ça qu'il y a des psychanalystes comme ça, et on Bah, est sur des va-t'en. psychanalystes à rallonge comme ça. Donc ça veut dire que Exactement. sur chaque psychanalyse, qui est différent de ta méthode à toi, Oui. c'est pas une bonne chose en fait d'être tout le temps dans le négatif, dans le ressassement du passé, des choses qui nous ont fait mal. Ah, mais Donc, complètement. donc toi, tu vas de l'avant. Complètement. Ouais. D'accord. C'est vraiment. En fait, c'est intéressant, je vais rebondir là-dessus. S'il y a un mot qui doit déterminer mon accompagnement, c'est la résilience. À savoir la capacité à surmonter ses épreuves et à en faire une force. Ok, tu choisis pas ce qui t'arrive, tu choisis pas ce qu'on t'a dit, mais de ce que tu en fais, ça c'est ta responsabilité. Dieu t'a donné une conscience, un cerveau et le libre arbitre. À un moment donné, quand tu es dans ton mal-être, personne ne vient te menacer et te dire reste dans ce mal-être. C'est toi qui te nourris et qui t'entretiens dans ce mal-être. Alors bien évidemment, je suis pas là pour faire culpabiliser les gens de oui mais j'arrive pas. Forcément, le cerveau, il va faire les choses par priorité et il faut comprendre que si tu es dans cette situation, il y a forcément des bénéfices pour toi. C'est automatique. Le cerveau ne fait pas les choses gratuitement. Si tu es dans cette situation-là, il y a des bénéfices et ces bénéfices-là sont souvent en lien avec une chose que tu n'as pas traitée de ton passé en fait. Tout est en lien. D'accord. Et toi, quand tu reçois quelqu'un par rapport au programme de coaching, ça peut durer combien de temps? Tu parles nombre de séances? En nombre de séances ou de mois, ou est-ce que tu proposes quelque chose un début et une fin, ou alors c'est ad vitam aeternam comme Je ça? donne un repère, Mhm. mais ce qui est clair, c'est que forcément, comme j'accompagne un individu, elle-même, la personne, selon les séances d'une séance à une autre, elle va pas savoir jusqu'à quel point elle va évoluer. Donc je peux pas dire d'avance, non, ben, émotionnellement, voilà, telle date, ça y est, tout est réglé. Ben non, parce qu'en réalité, tout le monde n'a pas la même capacité de résilience et ça, c'est tout à chacun. Et je suis vraiment là, moi, pour respecter le rythme de la personne. Je suis pas là pour dire non, mais allez, vas-y, non, non, c'est bon, stop, il y en a. Non, je suis vraiment là pour la respecter dans ce qu'elle est, mais toujours en appliquant les 4 P, le plus petit pas possible. Ok, là, tu es niveau 1, ben, tu sais quoi, même Tu as déposé les 4 P? Vous avez entendu les 4 P. 4 P, le plus petit pas possible. Voilà, c'est-à-dire que de là où tu es, ne regarde pas de ce que les gens entendent de toi. Regarde-toi l'effort que tu peux fournir par rapport à ta situation. Fais-la évoluer, ne serait-ce que en pensant, en posant une intention. Aujourd'hui, je vais mal, je veux voir ce que je peux faire pour demain aller mieux en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut passer sa vie à se victimiser. Et forcément, c'est plutôt agréable parce qu'il y a plein d'avantages à se victimiser. À savoir, je me plains, je ramène toute l'empathie, la considération et en fin de compte, l'amour que des fois je n'ai pas reçu. Et que, en étant presque comme nous, on est là, assis sur un canapé, j'ai toute la lumière sur moi. Donc forcément, le cerveau, lui, c'est plus avantageux pour lui de se victimiser. Parce que prendre sa responsabilité, c'est forcément retrousser ses manches et se dire, bon, maintenant je passe à l'action et je prends ma part de responsabilité. Par exemple, c'est, oui, la personne, elle était trop méchante, vraiment, elle me fait que du mal. Est-ce qu'à un moment donné, dans ta responsabilité, c'est pas toi qui n'a pas mis des limites à la personne de manière, comment dire, en appliquant entre autres la communication non violente, en lui disant, lui expliquant où sont tes limites en fait. Ben, pour le coup, justement par rapport à ça et tes exemples, est-ce que tu as eu affaire à une personne que tu as accompagnée, qui a eu des difficultés ou alors des réussites à travers ce que tu lui donnais à faire comme action? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent plus ou moins les mêmes personnes qui reviennent. Je sais pas, je crois que je les attire ou je sais pas. Ou alors c'est écrit dans mon front.
c'est là, c'est là. Ça, c'est ça qui est intéressant. Et que, en réalité, là où elle vient me voir pour un objectif, forcément, quand on travaille de manière tellement intense et profonde, et au bout de, par exemple, je sais pas moi, 5-6 séances, admettons, je lui dis, mais est-ce que tu te rappelles, parce que je l'ai fait noter dès la première séance, l'objectif du coaching, est-ce que tu te rappelles ce qu'on a noté? Et là, elle sourit, elle me fait, mais je sais même plus pourquoi je suis venue, en fait. Parce que elle pensait que son problème était là. Mais en réalité, le problème était ailleurs. Donc en réalité, ça, même si je le dis pas, mais c'est encore plus bénéfique. Puisqu'en fin de compte, elle travaille vraiment de manière plus profonde, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que et là, presque toutes, elles me disent, mais Sonia, franchement, tu m'as retourné le cerveau, mais dans le bon sens, quoi, en fait. On le remet en place. Voilà, exactement. 360. Exactement. Je retourne les cerveaux, mais dans le bon sens et dans une bonne intention, quoi, en fait. Et toi, par rapport à d'autres coachings qui se fait aujourd'hui, pour le coup, tu remets aussi au milieu de la technique, tu remets Dieu. Exactement. Ça, c'est vraiment... Alors, j'accompagne les femmes de toute origine et confession confondue, mais pour autant, la majorité, si ce n'est pas quasi, c'est des femmes de ma communauté musulmane, et que forcément, ça, c'est vraiment essentiel. Et très souvent, elles me disent, bah, tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose qui me manquait dans l'accompagnement. Des fois, elles ont été à moi voir d'autres personnes qui, elles, ne sont pas respectées dans cette valeur-là, à savoir leur spiritualité, et elles sentent qu'il y a un décalage. Et que, évidemment, qu'en tant qu'individu, on est composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Et comme je leur dis, en réalité, ton problème, c'est pas tes problèmes, mais c'est plutôt où en est ta spiritualité et est-ce que elle est vraiment forte. Puisqu'en fin de compte, plus notre foi va être forte et mieux on sera armé pour affronter les situations qui nous posent problème. Et l'idée, justement, c'est en mettant cette spiritualité au cœur de la personne, là, la personne, j'ai envie de dire, des fois, l'environnement, il n'a pas spécialement changé. Les gens, ils n'ont pas changé, mais elle, le fait qu'intérieurement, elle ait changé et qu'elle a vraiment recréé une vraie connexion avec son créateur, forcément, elle arrive à mieux se détacher parce qu'on va travailler sur sa mission de vie, entre guillemets, sur le pourquoi du comment elle est dans ce bas monde. Et l'idée, c'est vraiment d'évoluer, d'avancer. Et vraiment, comme je leur dis, tout ce travail qu'on fait à savoir travailler sur ses peurs, sur ses émotions, sur ses croyances. Quand je dis croyances, c'est vraiment l'histoire qu'elle se raconte. C'est comment on va se débarrasser de tous ces parasites, moi je les appelle, pour venir voir en toi l'excellence de ta spiritualité, en fait. Parce que forcément, tous ces chaînes, ils viennent nous gâcher dans ce qu'on peut être en tant que musulman. Et évidemment, moi, je ne suis pas là pour, juger les gens. Je ne suis pas là même par rapport à leurs pratiques, les épiers, mais plutôt, moi, je les amène à prendre conscience de l'intérêt de changer. Ça, c'est différent. Je ne donne pas d'injonction, mais c'est sous forme de questionnement, l'amener, elle, à justement prendre conscience de changer, quoi, en fait. Et pour le coup, par rapport au questionnement, quelles sont... ça fait partie des techniques. Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques, hormis le questionnement, de mise en action de la personne? Qu'est-ce que tu peux leur faire en général dans les accompagnements? Alors, dans les accompagnements, ce que je fais, bon, déjà, quand la personne vient me voir, quand on a commencé l'accompagnement, je traite toujours ce qui est le plus urgent et important. C'est-à-dire que si... Non, mais comment elle le sait? C'est toi qui le sais, là, pour le coup. Oui. Ce qui est urgent. Oui, exactement. Alors, justement, c'est ce que j'allais expliquer. Ce qui est urgent et important, quand la personne vient me voir après 2-3 séances, c'est, admettons, moi, je lui ai donné du travail à faire. Je lui demande toujours comment s'est passée la semaine, comment elle se sent. S'il y a un événement qui s'est passé dans la semaine et je vois qu'elle rumine dessus, ben non, je ne veux pas travailler sur les autres. Là, il y a plus urgent. Parce que tant qu'elle est accrochée à ça, je ne peux pas travailler sur le reste. Donc déjà, en début de séance, on travaille sur vraiment ce qui s'est passé en semaine, quand c'est vraiment que ça vient l'impacter. Et après, entre-temps, ben, pendant la séance, tous les outils, les techniques que j'utilise viennent forcément mettre la personne en action. Et là, je leur dis, bon, écoute, je ne sais pas si tu aimais bien les devoirs à l'école. Donc là, tu vas en faire des devoirs. Tu vas manger des devoirs voilà, à la maison. et c'est vrai que j'en donne beaucoup des devoirs, mais pour autant, je suis très à cheval par rapport aux devoirs. Et autant, je peux être très compréhensif sur beaucoup de choses, mais je dis à un moment donné, si c'est pas toi qui fais les choses, personne ne les fera pour toi, en fait. Mais c'est quoi alors finalement, c'est ancrer une nouvelle habitude que tu essayes de mettre en place? Alors, déjà par rapport à elle, sa problématique, c'est déjà, avant même de passer à l'action, changer son regard, elle, par rapport à la situation. Donc ça peut être des exercices comme des lettres, ça peut être des tests que je fais sous forme de questionnaire, ça peut être justement des cas pratiques, mais selon sa capacité, en fait. C'est-à-dire qu'elle, si par exemple, prise de parole face à une classe
tu es niveau 2, ok, pour la prochaine fois, tu me trouves une liste d'options qui te permet de passer à niveau 3 et j'en veux 3 minimum. Et que parmi la liste d'options, tu la mets tout de suite en pratique. C'est toi qui la trouves. Mais aussi petite qu'elle puisse être. C'est-à-dire, c'est ne serait-ce que de prendre le micro à la fin du cours et poser une question. Ça me fait penser à un cas où j'avais dit à la personne, tu vas arriver aux 5 dernières minutes du cours, tu vas poser une question dont tu connais déjà la réponse. On ne veut pas savoir si le prof il va te donner l'information. Pourquoi ? Pour que justement le cerveau, lui, comprenne que je peux prendre la parole, je peux poser une question et tu sais quoi ? Il ne se passe rien. Tu es toujours vivante et que tout va bien. Parce que forcément, lui, le cerveau, par rapport à l'anxiété, en fin de compte, le film qu'il lui propose, comme il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et inventé, il va penser que c'est vrai. Mais pourquoi on se crée ça alors finalement, toutes ces formes comment dire, de rêve en fait? On se fait tout un cauchemar d'une situation à l'avance. Pourquoi on fait ça? Faut savoir que le cerveau, sa fonction première, c'est de nous maintenir en vie. Et que forcément, de la situation qu'on vit adulte, en réalité, elle fait référence à la toute première fois où on l'a vécu enfant. Et quand on est enfant, on n'a pas les mêmes réflexes quand on est adulte. Quand on est enfant, on est par exemple humilié, rabaissé ou on n'est pas compris, souvent l'enfant, ou alors il va se taire. Donc il faut savoir que face à un danger, il y a 3 réactions possibles. Il y a ou alors j'attaque, j'agresse, ou alors je suis complètement figée, je ne sais même plus comment je m'appelle, ou alors je prends la fuite. Sauf que la personne, elle, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au moment où elle est instable, en réalité, la réaction qu'elle va avoir, c'est par rapport à la toute première fois quand elle était enfant, comment elle a réagi. Et ça remonte très loin. Parce que le cerveau, lui, se souvient très bien combien ça a été difficile. Donc à partir de là, il dit, écoute, moi je m'en rappelle, toi tu as peut-être oublié, mais la toute première fois, on a souffert, donc on ne veut plus souffrir. Donc à partir de là, fais ce que tu veux, on va tout faire pour éviter de souffrir en fait. Mais donc ça veut dire qu'à chaque accompagnement, alors il faudrait peut-être revenir à l'enfant? Automatique, je le fais de manière générale. D'accord. Ouais, ça c'est travail sur l'enfant intérieur. Bon, quand on dit enfant intérieur, c'est quoi ? C'est en réalité l'image qu'on a de nous quand on est enfant en fait. C'est-à-dire les souvenirs qu'on a, ce qu'on retient de notre enfance en fin de compte. Et que contrairement à ce qu'on peut penser, ça vient nous impacter bien plus qu'on peut l'imaginer en fait. Ah, il n'y a pas une barrière entre ce qu'on était en tant qu'enfant et ce qu'on est en tant qu'adulte? Il y a toujours un lien ou c'est une continuité en fin de compte. D'accord. Ou alors c'est vraiment reproduire ce qu'on a connu étant enfant. Ça c'est vraiment l'ego pour nous protéger nous donne l'impression qu'on est adulte, mais en réalité quand par exemple quelqu'un nous fait une réflexion et qu'on pleure mais comme mais comme si que c'était la fin du monde, c'est l'enfant. Rappelle-toi que quand même un enfant quand tu lui fais une réflexion et qu'il se sent démuni, il va pleurer. Alors qu'un adulte responsable qui est vraiment conscient de ce qu'il fait. On te fait une réflexion, tu reprends la personne, tu dis, excuse-moi, je crois que j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Il y a un vrai dialogue. Mais comme tu es comme un petit enfant face à un adulte, on te dit quelque chose, tu es complètement figé, tu pleures ou tu pars pour pas montrer que tu pleures en fin de compte. Donc tu réagis comme un enfant en réalité. Donc ce qui fait que oui, ce travail d'enfant intérieur est essentiel pour moi et c'est pour ça que en réalité, des fois on veut viser loin dans nos objectifs. Mais si par exemple tu as un arbre qui est immense et que toi ton pied est enchaîné à cet arbre, même si je te présente les plus beaux des projets, tant que tu es enchaîné à cet arbre là, tu n'iras nulle part en fait. Et que la personne, des fois ce qu'elle va faire, elle va vernir cette chaîne là, ou va peut-être juste mettre un peu de pommade autour de la cheville. Mais moi ce que je vais faire, tu sais quoi, regarde, déjà on va prendre conscience que tu es enchaîné en fin de compte. On va venir couper cette chaîne là. Oui, parce qu'on ne le sait pas qu'on est enchaîné finalement. Exactement. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment ça. On va couper cette chaîne-là. Et effectivement, toute ma vie, j'ai été enchaînée. Donc quand j'enlève cette chaîne, limite, je ne sais même pas que j'arrive à marcher avec mes 2 pieds. Peut-être que je vais boiter, peut-être que je vais être déstabilisée. Mais en fin de compte, je vais me libérer. Et là, en faisant justement encore les 4 P, étape par étape, on va reprendre notre responsabilité et notre capacité à aller de l'avant, en fait. Et c'est vraiment ça l'objectif et l'idée. Alors ça voudrait dire que, mine de rien, parce que souvent, et pour tout ce qui est thérapie, accompagnement, c'est souvent en avançant dans l'âge où tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. C'est quand même des choses que, à la limite, il faudrait que tu fasses jeune, en fait. Un accompagnement, je ne sais pas, jeune adulte, et puis ainsi de suite, plutôt que d'attendre à un certain moment de sa vie pour se dire, non, il faut que j'aille voir quelqu'un. Pourquoi on fait ça? Pourquoi 40 ans, tu dis, bon, il faut que j'aille voir quelqu'un. En fait, moi, ma réponse, elle est très simple. Ce que tu fais, c'est forcément ce qui est de mieux pour toi.
Parce que de ce que tu vis, de ce que tu as, de ce que tu rencontres, c'est décrété depuis plus de 50 000 ans. Donc, à partir de là, comment tu veux comprendre certaines choses si tu passes pas par certaines expériences? Moi, je les appelle les expériences de vie. Et que peut-être que si tu avais été accompagné à 20 ans, peut-être que tu comprendrais pas ce que tu as compris là à 40. Donc, tu as besoin de vivre. Et que forcément, il y a des choses dont tu ne comprends pas. Et l'idée, c'est vraiment d'être en paix par rapport à ce qui a été décrété. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, non, non, si je passe par là, c'est forcément un bien pour moi. Il y a forcément une sagesse. Il n'y a pas de hasard, en fait. Il n'y a pas de hasard. Jusqu'à la feuille qui tombe de l'arbre, il n'y a pas de hasard. Tout est déjà décrété, écrit. Mais pour autant, on a chacun notre responsabilité. Et l'idée, c'est de savoir, OK, de tout cela, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Je peux me victimiser, je peux passer mon temps à me plaindre et à remettre le tort sur tout le monde. T'arrives à l'agonie de la mort, bah, tu te rends compte, en fin de compte, à part te plaindre, ben, t'es passé à côté de ta vie, en fait, de ton potentiel. Là où tu aurais pu effectivement exceller dans ce que tu es. Mais ça, à un moment donné, si on ne fait pas ce travail, c'est peut-être qu'aussi on n'est pas prêt des fois. Il y a des personnes, souvent me disent, bah, tu vois, c'est dommage, celui-là, je ne t'ai pas rencontré avant. Je dis non, en fait, tu sais, si on se voit maintenant, c'est que c'était le meilleur moment et pour toi et pour moi. Parce que peut-être que si on s'était rencontré avant, de ce que je t'aurais dit, tu n'aurais pas accepté ce que je t'aurais dit. Là, tu es comme un peu un fruit mûr, prêt à être cueilli, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire et se rassurer que si je suis passée par là, déjà, notre Créateur ne nous donne jamais une épreuve au-dessus de notre capacité. Donc si tu es passé par là, c'est que tu as la capacité de la surmonter. Et souvent, moi, je dis, mais heureusement que j'ai plus confiance à mon Créateur qu'en moi-même, parce qu'en réalité, il y a bien des situations que j'ai vécues. Si on m'avait posé la question avant, je dis, mais moi, je vais passer par là. Mais je ne vais pas survivre. C'est sûr que je vais y rester, quoi. Ah, non, non, mais moi, non, j'y vais pas. Alors qu'en réalité, quand tu passes par cette épreuve-là, bah, se révèle à toi un potentiel, une capacité dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Sauf que ton créateur, lui, savait que tu avais tout ça en toi. Et c'est pour ça que des fois, et très souvent, les situations s'amènent à nous pour nous révéler en nous ce qu'il y a de plus fort et de plus intense, en fait. Notre vrai moi, en fin de compte. Et quand tu reçois des personnes, alors déjà parce que tu es aussi passé par des moments difficiles, comment tu fais pour maintenir ta santé mentale? Tu dois avoir certains cas où c'est quand même assez compliqué. Pour maintenir la santé mentale, ça doit être peut-être difficile ou pas. Comment tu ôtes cette énergie de toi? Bah, c'est ça qui, en fin de compte, des fois je parle à mon créateur et je dis bah, d'accord, bah oui, je comprends pourquoi je suis passée par là en 2016. Mais oui, forcément. Parce qu'à un moment donné, en étant passée par là, et quelque part, entre guillemets, je suis passée de l'autre côté de la barrière, donc j'arrive à me détacher par rapport à la personne, ce qu'elle vit. Et que je fais preuve d'empathie et pas de sympathie. Et ça, c'est vraiment une des premières choses que je pose. C'est quoi la différence entre empathie, sympathie? Alors, l'empathie, j'arrive à comprendre ce que tu ressens. Enfin, en réalité, on ne pourra jamais comprendre, mais voir ce que tu es en train de vivre et comprendre ce que tu ressens. Là où la sympathie, je le vis pour toi, en fait. C'est-à-dire, limite, tu me racontes ton problème, je suis plus touchée que toi-même, en fait. Et vraiment, la différence, elle est importante parce que si on fait preuve de sympathie, on peut très vite s'embarquer dans l'état émotionnel de la personne. Et moi, effectivement, je reste focus sur mon objectif. Et que forcément, si je commence à faire preuve de sympathie, l'ego de la personne va voir en moi que ah ben c'est bon, regarde, je me plains, je l'ai touché, donc encore une fois, je réussis à tirer la compassion de la personne. Si je reste stoïque et vraiment, je ne vais pas dire de marbre, mais je reste neutre, eh ben, la personne elle peut vraiment se laisser aller jusqu'au bout et l'ego, et il n'a pas de raison de continuer à se victimiser en fait. Et il y a eu des cas où tu as eu besoin un petit peu de secouer la personne? Alors, de manière générale... Mais plutôt le truc, non, c'est ce que tu racontes, ok d'accord, mais bon, regarde de ce côté-ci, quoi. En fait, de manière générale, moi, je fais preuve de beaucoup de douceur, mais pour autant, je suis très ferme. Je suis vraiment une main de fer dans un gant de velours. À petite dose, entre guillemets, et que forcément, par rapport à la personne, la plupart du temps, quand l'ego est bien présent, c'est pas en l'affrontant et en la secouant que... non, là, faut savoir que si vous touchez l'ego de la personne, vous l'avez perdu en fait. Vous pouvez parler jusqu'à demain, dire toutes les vérités du monde, elle n'écoutera pas. Et l'idée justement, dès le début, et c'est une des choses auxquelles je porte beaucoup d'attention, c'est de mettre la personne en confiance, en lui expliquant le cadre, les règles et ce que j'attends d'elle, et que si tu travailles, tu évolues, c'est pour toi. Moi, il n'y a pas d'intérêt à ce que je t'entretienne dans cela. Et vraiment, une des choses qui est essentielle pour moi, c'est de la mettre en confiance, lui donner beaucoup de respect et d'empathie et de considération. Ce qui fait que la personne, bah, c'est triste à dire, mais des fois, c'est la première fois où elle est écoutée jusqu'au bout, quoi, en fait.
Moi, plus d'une personne elle me dit, mais tu sais, Sonia, c'est la première fois où je peux dire les choses et quelqu'un m'écoute jusqu'au bout sans qu'on me coupe, qu'on m'interpelle, qu'on me rabaisse, qu'on me m'humilie en fait. Les gens, des fois, ils n'ont pas l'occasion de vider leur sac. Et ce qui fait que une fois que j'ai gagné la confiance de la personne, à partir de là, oui, le travail, il est envisageable, quoi. Et tu le sens quand une personne, elle est un peu, elle vient chez toi de bon gré, mais il y a quand même une fermeture, une réticence. Sans Ah, qu'elle parle, est-ce que tu le sens mais ça? ça, mais dès le début, Fermé à double tour. dès le début, je vois quand la personne elle a un très fort ego et je vois même des fois, plus ou moins, il y a pas, je vais pas dire des attaques, mais de la provocation. Et comme je reste... ah oui, non, mais heureusement que je reste focus sur mon objectif, que je mets vraiment mon ego de Mais côté, pourquoi moi. il y a ce truc-là de provoque alors? La provocation, c'est pour se protéger, en fin de D'accord. compte. Bah oui, si je touche l'intérieur, bah forcément, la dernière fois qu'on a touché l'intérieur, ça m'a fait mal. Donc l'ego, il est là pour protéger, pour pas revivre la blessure, en fin de compte. Donc il est là pour le protéger. Mais une fois que... Et je leur dis des fois en rigolant, j'ai dit, ego, toi, ami de moi, moi pas ennemi, tu sais, je leur parle. Tout va bien. Tu sais, le truc de E.T. Elle rigole. Ah oui, ça c'est. Par contre, oui, effectivement. Et je pense que c'est plutôt une force chez moi. Et je leur dis, ça fait partie de l'accompagnement. Tu es obligé de rire et sourire avec moi. Ça, c'est essentiel. Vraiment, l'idée, c'est pas parce qu'on travaille sur des choses importantes qu'on peut pas rire et sourire. Et l'idée, ça permet justement de dédramatiser, de relativiser et vraiment de amener du positif chez la personne. Et je pense que c'est vraiment ce qui lui manque en fait, d'être de l'optimisme en fait. Et toi, tu arrives à allier ta vie professionnelle et ta vie privée? Tu arrives à, par exemple, ne pas raconter ce qui se passe au cabinet, chez toi, ton mari? Ah, mais complètement. Moi, au-delà de mon activité, en tant que musulmane, comme je leur dis, ce que tu me dis, c'est un dépôt dans le sens où je l'emporte avec moi dans ma tombe, quoi. Ah, ça, sur ça, je suis extrêmement intègre et intransigeante sur le fait de respecter le cadre. Ce qui fait que j'accompagne beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de choses, mais de ce que je dis, de ce qu'on me dit dans la séance, je leur dis, ce que tu dis ici, ça restera ici, et je meurs avec ça, sur ça, il n'y a aucun doute. Mais je leur dis, même sous la torture, je ne parlerai pas. Pas un petit truc, Ouais, rien? exactement. Et ce qui fait que ce qui est intéressant, des fois, j'accompagne même des familles. Une maman avec ses fils, deux sœurs, deux cousines. Ça Enfin, doit être intéressant comme... et ce qui fait que dès le début, je pose le cadre. Ce qui est dit, ce qui est évoqué ici, tu ne le dis pas à la personne. Et quand l'autre personne vient me voir, je dis ce qui est dit, ce qui est évoqué ici, tu ne le dis pas. Et je leur dis, si tu veux me demander des choses par rapport je ne te dirai rien et tu ne sauras rien en fait. Et je dis aussi à l'autre de ne rien dire à l'autre membre de la famille en fait. D'accord. Donc ça, sur ça, je suis extrêmement claire. Et comment tu penses à l'évolution de ta profession, du Alors, coaching en général? Parce que là, pour le coup, on a différentes formes de coaching. mhm. Quelle évolution ça pourra avoir, le coaching? Bah, Parce qu'on est, pardon de te couper, mais on est très sur quelque chose il faut être positif tout le temps, il faut sourire tout le temps. Est-ce que tu es en accord avec ça? Cette non, espèce d'injonction là? je pense que, et c'est intéressant parce que tu vois, moi, une des premières choses que je dis aux personnes quand elles viennent dans mon cabinet, je leur dis, tu sais quoi, ta vulnérabilité, elle a sa place ici. Tu es en droit de... Tu viens pas pour ça, mais si tu ressens le besoin de pleurer, je leur dis, mais je t'en prie, entre guillemets, fais-toi plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai j'ai le canapé face à face. Et justement, je mets pas la boîte de mouchoirs en face, ça fait genre, bon allez, vas-y, pleure. Tu vois le truc, tu viens pas pour ça, mais il est juste là sur le côté, tu vois, la boîte de mouchoirs, ce qui fait que dès que quelqu'un commence elle me dit, excuse-moi, tu t'excuses de quoi en fait? Non, 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 c'est normal. Je veux dire, à un moment donné, tu es un être humain. Un être humain, c'est un être d'émotion. Et tu sais, notre créateur, il a créé les saisons. Bah, des fois, toi aussi, ta vie, ton état émotionnel, tu vas être un peu printemps, été, des fois l'automne. Bon, des fois, tu as l'impression que l'hiver, il dure longtemps, c'est plus que 3 mois, tu vois. Et que forcément, rien ne dure dans la vie. Tout est cyclique. T'es jamais tout le temps, entre guillemets, heureux ou tout le temps malheureux. T'es tout le temps en introspection et en évolution. Et l'idée, c'est, au lieu de tout faire pour être tout le temps heureux, bah, tu sais quoi? Développe en toi cette capacité à accepter les événements, en fait. Et à vraiment être vulnérable. Et c'est vrai qu'on vit à une époque et dans une société où, faut dire ce qui est, la vulnérabilité, elle a du mal à avoir sa place, en fait. Surtout, des fois, bah, les hommes, ou pleurer, ou être sensible, c'est presque mal vu. Alors, les femmes, on n'en parle pas. Et ce qui fait que forcément, à un moment donné, tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime. L'émotion que tu vis, l'émotion, elle a besoin d'être accueillie, elle a besoin d'être vécue. L'émotion, c'est quoi? C'est
un message de changement pour toi. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de ce que tu vis, il faut que tu mettes des choses en place derrière. Mais si toi, tu es dans le déni, à un moment donné, tout ce que tu es en train d'accumuler, c'est comme un peu une bouteille de boisson gazeuse. On secoue, on secoue, on secoue, mais à un moment donné, si de temps en temps, tu n'ouvres pas la bouteille, tu as secoué, ça fait, je sais pas moi, pendant peut-être 1 heure la bouteille, mais tu vas l'ouvrir, ça va être un volcan, quoi. Et l'idée, c'est justement comprendre que, au contraire, moi, je pense que accueillir sa vulnérabilité, ça demande de la force, contrairement à ce qu'on peut penser. Et justement, c'est changer son regard sur la vulnérabilité. Et vraiment, comme disait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on est la communauté du juste milieu dans le sens où il faut qu'on soit dans l'équilibre, à savoir, on n'est pas dans l'excès. On peut être quelquefois comme ci ou quelquefois comme ça, mais pas s'entretenir dans cet état-là, en fait, parce que ça nous porte préjudice et c'est contre nature. On est fait pour vivre des moments instables et de difficultés, en fait. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui va mal, en fait, et qui ne sait pas quoi faire? Est-ce que tu lui conseillerais tout de suite de venir te voir? Est-ce que tu lui conseillerais plutôt d'aller à la mosquée, tout ça? Qu'est-ce que tu... Alors, déjà, ce qui est sûr, et ça me fait penser à une chose, des fois, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent ma fille, ma soeur, ma cousine, elle voudrait prendre rendez-vous avec vous. Est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous pour elle? Donc, je lui dis non. Première chose à faire, c'est à la personne de m'appeler. Donc, forcément, déjà, c'est elle, la personne qui doit faire la démarche. Donc, la personne qui se sent mal, réellement, il faut qu'elle accepte qu'elle se sent mal. Et forcément, accepter de se sentir mal, c'est accepter d'être vulnérable, donc pas fort. Et ça pose problème. Souvent, quand on a grandi avec une injonction de « sois forte », quoi qu'il arrive, sois toujours forte. Non, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de vivre des émotions désagréables. Mais en réalité, non, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin... Et s'autoriser à être vulnérable. Puisque moins on va s'autoriser, et plus ça va nous rattraper de manière forte, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Après... Quand la personne, elle est prête à vraiment travailler et à faire tout ce travail d'introspection, comprendre que quoi qu'il arrive, ça peut que lui faire du bien en fait. Et que libérer la parole, c'est se libérer soi-même de tout ce qui nous porte préjudice et qui nous fait du mal en fait. Et où est-ce que tu mets Dieu dans tout ça, pour le coup? Si la personne, parce que comme je disais au début, j'ai plus ou moins toutes les communautés, mais quand la personne elle est musulmane, et c'est une des premières choses que je lui rappelle, à savoir, je lui pose la question, comment va ta foi en fait? Et presque à 100%, si c'est pas 100%, la foi elle est juste à ras les pâquerettes. Elle est complètement basse. Donc je dis le problème, c'est pas le problème. Le problème c'est, est-ce que tu as assez de ressources et de force en toi pour surmonter l'épreuve? Et que très souvent, on n'accepte pas ce qui nous arrive. Et ça, c'est problématique en tant que musulman de ne pas accepter le décret de Dieu, en fait. Et que l'idée, justement, avec beaucoup de bienveillance, d'empathie et de respect, surtout dans ce qu'elle vit, respecter la personne de ce qu'elle me dit et pas dénigrer, dire non, mais tu exagères, tu abuses, parce qu'il faut savoir qu'une personne, si elle te dit « je me sens mal, il m'a dit ça », elle se sent réellement mal. Elle n'est pas là pour jouer la comédie, mais en réalité, quand on a une réaction disproportionnée, en fin de compte, ce qui nous touche, c'est pas tant la situation ou la personne. Ça fait la référence à quelque chose de plus ancien et plus profond, quoi. Et justement, quand je fais la personne, je l'accompagne et qu'on fait l'anamnèse, on trouve vraiment le cœur du problème. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, il est là le problème. C'est pas ton mari le problème. Laisse tranquille ton mari, en fait. Il a rien à voir. Ton problème, il est avec un tel. Enfin, voilà, quoi. Donc, et l'idée, c'est justement, oui, il y a beaucoup de femmes que j'accompagne, elles sont au bord du divorce, au bord de beaucoup de choses, et que, en faisant les causes, parce que ça, vraiment, c'est une des choses essentielles pour moi que je tiens à préciser. En tant que musulmane, je ne fais que les causes, puisque le résultat ne m'appartient pas, et celui qui détient les cœurs, c'est notre Créateur. Mais pour autant, c'est pas parce que le résultat vient du Créateur que nous, on va rester les bras croisés, j'attends le résultat, quand est-ce qu'il vient? Non, non, non. Toi, il t'est demandé, quoi qu'il arrive, et quel que soit le résultat, mets tout en place. Il y a une cause que tu n'as pas encore fait, fais-la. Tu sais pas par quel biais ou par quel chemin, Dieu va te faciliter la voie. Et que peut-être que justement, faut comprendre que tant que tu n'as pas compris la leçon, tu vas retrouver et revivre les mêmes situations avec les mêmes personnes, en fait. Et tu vas, en fin de compte, faire ce qu'on appelle des scénarios de vie, à savoir, la base est la même, l'histoire, mais tu changes juste les personnages. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que
Ton créateur, il t'envoie niveau 1, niveau 2, niveau 3, une claque, deux claques. Ben, elle ne va pas comprendre. Donc, bazooka. Bon, là, j'espère qu'elle a compris. Et une fois que vraiment l'épreuve, elle est... tu sais, elle t'a mis à terre, là, je crois que j'ai compris, en fait. Je crois savoir où est-ce que tu veux m'emmener. Eh ben, il est peut-être temps, Mais non? c'est pas l'espèce d'histoire sans fin de Oui, manège oui, tout le temps de exactement. déjà vu, le Oui, oui, déjà oui, vu oui, tout le c'est le temps. déjà vu. Parce que tu n'as toujours pas compris la leçon qu'il y a derrière, en fait. D'accord. Et une fois que tu as passé la leçon, c'est un peu comme les jeux de Mario, tu passes au niveau supérieur. Donc, toute ta vie, tu t'amuses à évoluer, à avancer. Et que forcément, je fais prendre conscience à la personne que l'événement lui-même t'a survécu. Comment se fait-il que la projection mentale vient t'anéantir et te détruire à ce point-là? Si tu as survécu à cet événement, il n'y a plus débat en fait. Donc, tu laisses une projection mentale qui dure quelques secondes ou quelques minutes dans ta tête te détruire, t'anéantir et gâcher et ton potentiel, ton présent et surtout ton avenir en fait. Puisque tu marches à reculons, tu vis dans le passé. Le passé, il est fait pour être dépassé. Le passé, ce n'est pas un lieu de vie. On ne vit pas dans le passé. On pourrait vivre dans le passé, mais à vouloir avoir la haine contre l'autre et ne pas pardonner, ben en fin de compte, tu gâches ta vie en fait. Faut pas faire deux choses en même temps. On ne peut pas entretenir la haine avec quelqu'un et être apaisé et serein avec soi-même. En fait, c'est pas possible. Donc à un moment donné, oui, tu as la haine contre lui. Alors déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que lui, ça lui a fait quelque chose? En réalité, à qui ça fait du mal? C'est à toi-même. Donc en fin de compte, non seulement tu vis toujours dans le passé, et ce passé te fait toujours du mal. Et l'idée, c'est vraiment de se libérer de ce passé. Et la meilleure chose pour libérer, c'est pardonner, parce qu'en réalité, au fond, je pense qu'on a tous des choses à se faire pardonner. Et que si notre Créateur peut nous pardonner, qui sommes-nous, nous, pour ne pas pardonner à l'autre, en fait? J'aime bien cette fin-là. Retenez bien cette petite phrase de fin. En tout cas, Sonia, je te remercie d'être venue. J'ai une dernière petite question. La chaîne, elle s'appelle Les gens comme vous. Quel conseil ou force tu peux donner aux gens comme nous? Alors, quand tu dis comme nous, c'est Comme nous. Le peuple. le peuple. Moi, je pense que on retrouve souvent chez des personnes comme nous, et c'est vraiment très révélateur, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Qui, moi, jusqu'à venir ici, je pensais que c'était OK, je dirais ah bien. Merci, parce qu'en fin de compte, j'ai vu à quel point elle n'était pas si OK que ça. Et que forcément, eh ben, on a eu peut-être, sans que nos parents le veuillent, un peu en héritage, ce côté de je ne vais pas oser être. Je vais un peu comme raser les murs, ne pas exister. Mais tu sais quoi? Ton créateur, en te créant, il t'a honoré au-dessus de toutes les créatures, comme il est révélé dans le Coran. Et tu laisses une créature comme toi définir ta valeur et qui tu es? Non. Prends conscience qu'à partir du moment que ton créateur t'a créé, c'est que tu as toute ta place dans ce monde. Et que chaque jour où Dieu te redonne ton âme, c'est que tout est permis en fait. Et que tout est possible. Donc l'idée, c'est vraiment prends conscience et de ta valeur et de ta force et fais les choses pour ne pas avoir de regrets et te dire, bah, tu vois, si j'avais su, si j'avais su, ça nous amène nulle part. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que moi, bah, j'ai tout mon potentiel et ma capacité pour aller de l'avant, en fait. Il n'y a pas de raison. J'ai un cerveau, il est en bonne santé, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas faire des projets qui m'apportent un bénéfice et que moi aussi, je suis en droit de pouvoir exceller dans tous les domaines de vie. Et ça, je pense que c'est essentiel, quoi. Bon, Sonia. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver finalement? Là, vite, prenez rendez-vous parce que là, il n'y en aura plus. C'est top secret, je regarde. Alors, dis-nous tes réseaux. J'ai bon, c'est des petits réseaux, hein, donc, tranquille. Le plus petit pas possible. Voilà, je l'applique. J'incarne ce que je dis aux autres. J'ai sur Instagram Imposte ta métamorphose. Et c'est quelque chose que j'ai découvert déjà par rapport à la perte de mon enfant. Donc j'avais écrit un poème et par rapport à la formation aussi, à un moment donné, je ressentais des choses et peut-être par pudeur pendant très longtemps, je n'extériorisais pas les choses. Et à un moment donné, je vois comme ça, j'ai deux phrases qui tournent bien dans ma tête. Je dis, mais ça sonne bien. Et je commence à écrire. Et là, je commence à écrire, je ne peux plus m'arrêter. Et en plus, ça sonne bien, ça parle bien. Et de là, dans ce compte Instagram, je fais des citations, des poèmes, et qui, forcément, sont des choses que j'ai vécues. Donc, c'est pas pris comme ça. Et que ça me permet, moi, justement, à ma manière, de pouvoir permettre à des personnes qui, peut-être, ne sont pas accompagnées ou quoi, le temps d'une lecture, de ressentir qu'elles aussi, elles ne sont pas seules. Et je pense que une des sensations la plus difficiles à avoir, c'est vraiment d'avoir cette sensation, cette impression d'être seule
quand on vit une chose. Mais quand le temps du poème ou de la citation, la personne se dit, ah bah tu vois, elle a mis avec des mots ce que moi je suis en train de vivre, bah, ça me fait du bien, c'est-à-dire que je suis pas seule. Donc, je suis comprise quelque part dans ce que je dis, quoi. Donc, il y a mon Instagram, et pour le reste, bah, c'est en cours, quoi. Ou sinon, j'ai mon cabinet à Champs-sur-Marne, au 5 rue Albert Einstein, même D'accord. l'adresse, Même l'adresse. c'est pas un C'est la hasard. grosse tête. 5 rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne. Et après, ben, comme je dis aux personnes, un coup de fil, ça coûte rien. Et forcément, bah, dès qu'il y a un coup de fil, en général, c'est quand on prend rendez-vous, quoi. Donc voilà, quoi. En tout cas, vraiment, ça a Bon. été vraiment un plaisir pour moi. Mais plaisir partagé pour Ouais. le coup. Donc, c'était Sonia Anachi pour les gens comme vous. Sonia, je te remercie. Mais écoute, c'est moi qui te remercie, Rabia. Tu m'as donné le temps de cet entretien, un espace d'échange. Et pour changer, j'ai répondu aux questions et c'est plutôt Je te agréable. remercie. C'était assez complet et ça donne vraiment envie d'aller se découvrir finalement avec toi. Exactement. À bientôt.